Il peut y avoir quelque chose de difficile à entendre dans une relation amoureuse lorsque nous, de notre côté, on a mis de l'amour, de l'investissement émotionnel, financier, d'investissement en temps pour l'autre, et de réaliser qu'en face de nous, il n'y a pas eu cette même énergie. La personne en face de nous était juste en train de nous utiliser sans aucun amour. Et c'est compliqué à réaliser parce que ça ressemble beaucoup à de l'amour. Ça, en tout cas, cette relation a ressemblé à une relation amoureuse. Mais au fond de vous, il y a quelque chose qui vous a fait comprendre que quelque chose n'allait pas. C'est peut-être ce qui fait que vous voyez ce genre de vidéo aujourd'hui. On va voir dans le détail, j'aimerais vous montrer l'envers du décor, comment fonctionne une personne qui est perverse, narcissique, comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il va faire pour vous utiliser afin de changer votre vision sur la chose. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, partagez ces conseils autour de vous, parce que déjà, c'est comme ça que ma chaîne fonctionne, et c'est aussi comme ça qu'on peut aider un maximum de gens à réaliser que certaines personnes sont toxiques et destructrices. Et il y a aussi un lien pour m'appeler qui est juste sous cette vidéo. La première étape avec une personne qui est perverse narcissique, elle est juste géniale. Que ce soit un homme ou une femme, ils sont 50-50, tu es mis sur un piédestal. Cette personne débarque dans ta vie et elle t'idéalise. Et peut-être même que tu cherchais depuis longtemps ce genre de partenaire. Une personne qui soit beau, belle, une personne qui soit intelligente, une personne qui soit peut-être même populaire avec beaucoup d'amis, une personne qui te donne beaucoup d'affection. On est des animaux sociaux, on cherche à se connecter aux autres en permanence. On ne peut pas vivre seul, on ne peut pas vivre très longtemps tout seul dans une forêt, dans une cabane au fond des bois. Ce serait pas possible. On cherche de la connexion émotionnelle. Et là, cette personne t'en donne plein. Et même d'ailleurs, on pourrait dire que cette personne a mis beaucoup de travail sur la vitrine, sur la façade de son histoire. Admettons que ce soit quelqu'un qui soit plutôt beau ou belle, il a fait tous les efforts. Elle a fait tous les efforts pour être la plus belle possible. Les plus belles fringues, les plus belles coupes de cheveux, les plus beaux attributs, les plus belles montres, tout a été mis dessus. Si jamais c'est une personne qui est perverse narcissique sur l'intelligence, il aura tout fait pour avoir l'air extrêmement intelligent. Il va lire Wikipédia tous les soirs, te citer plein de livres. Peut-être même qu'il les a même pas lus, il a peut-être juste simplement lu le résumé de ce livre. Ou alors il a appris 3 phrases avant de se rencontrer pour te les citer le jour-là. Il est populaire, il a beaucoup d'amis qui sont très puissants, très influents, très célèbres. Tu veux de l'affection, il t'en donne énormément de l'affection. Et si on y réfléchit bien, avant même de te rencontrer, cette personne avait beaucoup travaillé son atout principal. On dit que les pervers narcissiques se ressemblent tous, c'est vrai, dans leur comportement. Maintenant, leur attribut principal, ils l'ont travaillé depuis des années. Si c'est la beauté, ça a été bossé depuis quasiment leur enfance. Et toi, tu tombes dessus et t'es séduit par ce genre de personnes, bien évidemment. Voici une phrase qui pourrait démarrer comme le début d'une bonne blague. Un pervers narcissique arrive dans un bar. On dirait une blague, c'est beaucoup moins drôle au final. Cette personne, cet homme arrive dans un bar. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Alors peut-être que toi, ton pervers narcissique, tu l'as pas croisé dans un bar. Peut-être que c'était sur un site de rencontre, peut-être que c'était chez des amis, peut-être que c'était dans une soirée, mais ça ressemble quasiment à chaque fois. Le pervers narcissique arrive dans un bar, il essaye son charme sur 10 femmes. On va prendre un chiffre rond. Si c'est sa beauté qui met en avant, il va l'essayer auprès de toutes les femmes. Quelle est la femme qui va succomber à sa beauté? Si c'est l'intelligence, il va dire des phrases très puissantes, très fortes. Laquelle d'entre elles va réagir à ça? Si jamais c'est sur sa popularité, il va parler de ses amis puissants, intelligents, connus, etc. Il va les montrer pour voir laquelle va réagir à ce type d'attribut. Laquelle sera sensible spécifiquement à ce type de séduction. Sur les 10 femmes, il va prendre quelques numéros, peut-être 2, 3, 4 ou 5. Et au moment où il te parle dans cette soirée, au moment où il a parlé à ces 10 femmes, il va faire une liste mentalement en se disant qu'est-ce que je peux récupérer de ces femmes. Par exemple, peut-être que la femme numéro 1, elle a de l'argent qu'il va pouvoir récupérer. Peut-être que la femme numéro 2, il a de la beauté. Ça pourra lui servir de trophée par la suite. Peut-être que la numéro 3 a juste un lit de disponible avec du Wi-Fi et il y a la fibre optique. Parfois, ça se joue juste à ça. Tu as la fibre chez toi, c'est gratuit pour lui, ça l'intéresse. Faut pas toujours chercher très loin dans la manipulation. Parfois, il veut juste des choses qui sont extrêmement simples. Il lui faut un lit pour dormir avec du Wi-Fi et un frigo. Parfois, c'est juste suffisant. La femme numéro 4, elle a des amis. Il pourrait en récupérer certains pour lui. Il pourrait la dégager de sous ses amis, l'isoler et la manipuler. C'est intéressant. La femme numéro 5, qu'il a rencontrée, il la trouve un peu crédule, mais elle ne possède rien. C'est pas très intéressant pour lui. Pourquoi aller manipuler une femme s'il n'y a rien à récupérer derrière? Pourquoi aller perdre son temps sur cette cible s'il n'a rien
pour lui au final. Après la soirée, il envoie quelques SMS à ses femmes, le lendemain aussi, et il attend de voir laquelle va lui répondre en premier. En gros, c'est quelle est la plus simple à obtenir, laquelle a le plus succombé à ses charmes. Lui, il s'en fout, il joue absolument sans émotion, sans rien. Il est juste là pour séduire, pour manipuler et pour récupérer par la suite. Il emménage très vite dans ta vie. Il arrive, mais vraiment, il débarque en quelques jours, il est là quelques semaines, il est tout le temps présent, plein d'affection. Ce que tu sais pas, c'est qu'au moment où il t'a dragué, il était déjà en couple avec une autre femme qui habitait à 3 pâtés de maison plus loin. Ça, il te l'a pas dit. Il va te dire par la suite que c'était une sorcière, un monstre, que c'était elle, la perverse narcissique, qu'il a beaucoup souffert à ses côtés. Il va changer un peu les dates pour pas que tu comprennes qu'il était déjà en couple au moment où il t'a séduite. Pendant quelques mois, ceux qui suivent, c'est l'homme parfait ou la femme parfaite. Il écoute tes besoins, tes peurs, il fait tout pour que tu te livres, il crée un climat de confiance dans lequel tu vas tout lui donner. Il t'est arrivé peut-être des choses dans ton enfance, peut-être que tu as quelques peurs, peut-être que tu as quelques angoisses, tu vas tout lui donner parce que tu as l'impression d'avoir rencontré l'homme ou la femme de ta vie. Finalement, il a ton mode d'emploi. Il connaît les sujets sur lesquels tu es plus sensible, il sait ce que tu recherches sur Terre, quelles sont tes aspirations, ce que tu aimerais réussir. Il sait que tu as quelques défauts, comme par exemple un manque de confiance, il va pouvoir en jouer par la suite. Il peut aussi te recopier, commencer à parler exactement comme toi, avoir les mêmes mimiques physiques pour que tu puisses t'identifier à lui encore plus, pour que ça matche encore plus. Maintenant qu'il est avec toi depuis 3 mois, qu'il t'a tout donné, il va pouvoir tester son emprise sur toi. Et il va se passer quelque chose de bizarre, il va te faire une immense crise, un immense bazar pour pas grand-chose. Le sujet est complètement hallucinant. D'ailleurs, au passage, tout le monde s'en rappelle. La première crise n'avait aucun sens. Il manque du café, la porte est mal fermée, il devient fou de rage. Et tu comprends pas comment est-ce que l'homme de ta vie peut te faire une crise pareille. Vous êtes des âmes sœurs, a priori. Vous êtes faits pour être ensemble. Comment est-ce qu'il peut exploser alors que tout devrait bien se passer? Et c'est important pour lui que ce sujet soit banal parce qu'il est en train de tester ta personnalité et surtout le contrôle qu'il a sur toi. Est-ce que tu feras preuve de sagesse en l'envoyant promener, en le remettant à sa place, ou est-ce que tu vas gentiment accepter, lui redonner une chance et essayer de discuter avec lui pour comprendre ce qui se passe mal dans sa vie? Est-ce que tu auras de la patience ou pas? Est-ce que tu vas l'écouter même s'il est complètement délirant? Est-ce que tu vas accepter ce type de comportement? A priori, oui, parce que tu es accroché amoureusement à cette personne. À ce moment très précis, il se passe quelque chose à la fin de cette crise. Il arrive à contrôler tes émotions positives, il arrive à créer de l'amour chez toi et du bonheur, et il arrive aussi à créer des émotions négatives chez toi. Un peu comme le maître des marionnettes, avec sa main au-dessus, les fils, les petites poupées qui dansent au-dessus, il arrive à te faire sourire, à te faire pleurer quand il le souhaite. À ce moment-là, il en a la certitude, et ce moment marque le début du pillage. Il va venir récupérer tout ce que tu as dans ta vie. Typiquement, il va te mettre à ses ordres. C'est toi qui vas plus travailler à la maison. C'est toi qui feras plus le ménage. Toi qui t'occuperas plus des choses du quotidien. C'est toi qui vas payer aussi beaucoup plus. C'est toi qui feras exactement ce que lui veut. Alors attention, bien sûr, c'est pas du jour au lendemain, mais chaque jour, il va s'imposer un peu plus. Il va te faire dépenser du temps, de l'argent. Il va te dire par exemple que si jamais tu lui donnes de l'argent, des cadeaux, ou si tu fais des choses pour lui, alors il t'aimera un petit peu plus. Par contre, si jamais tu ne fais pas ce qu'il te demande, il t'aimera un petit peu moins. Et malheureusement, quand on a des blessures d'enfance, on ne voit pas forcément ces manipulations. Pour un peu que tes parents ne t'aient pas considéré, qu'ils étaient un peu absents physiquement ou psychologiquement, tu étais peut-être déjà en train de te battre pour être aimé quand tu étais petite, quand tu étais petit. Et là, tu retrouves le même schéma. Cette personne m'aime et je dois me battre pour qu'elle m'aime encore plus. Et si jamais je ne fais pas ce que l'autre me demande, alors je serai détesté. Et ce serait bien naturel parce que j'ai déjà vécu ça étant enfant, donc je le revis en tant qu'adulte. Peut-être même que dans ta tête, l'amour pour toi, c'est quelque part se faire un peu rejeter, se faire un petit peu détester. Tu revis la même situation. Finalement, cette relation devient un rapport de force. Encore une fois, chaque jour un petit peu plus. Ça peut prendre des mois, des années ou des décennies. Ils ont tout leur temps pour te contrôler. Ce rapport de force, c'est le fait que tu faiblisses au quotidien, que tu finisses par accepter par découragement, par dépit, par fatigue. Tu finis par accepter ce que l'autre te dit. Ok, tu veux que je m'occupe de tout, que je paye tout, que je m'occupe des enfants, de ramener de l'argent à la maison, de faire le ménage, je vais le faire. Je vais même faire les courses, juste pour plus qu'il y ait de problèmes à la maison. Tu finis par accepter. L'autre en face ne ressent rien. Rappelle-toi qu'il est complètement déconnecté de ses émotions.
Il ne ressent absolument rien là-dedans. Il peut jouer avec toi à l'infini. Après ça, comme tout bon artisan, comme tout artiste, il va affiner son œuvre de manipulation sur toi. Il sera parfois très gentil avec toi. Il aura même des phrases très justes. Au passage, c'est normal, il te connaît mieux que quiconque sur Terre. Il te connaît mieux que ta propre mère. Il t'a posé toutes les questions sans répit pendant des semaines et des mois pour savoir ce que tu étais, de quoi tu avais peur, etc. Et les phrases qu'il te donne sont souvent très justes. Il peut même avoir des attentions très gentilles vis-à-vis de toi quand tu fais des efforts. Un peu comme si tu avais un bonbon quand tu étais sage et tu avais une fessée quand tu étais pas sage, comme un enfant. Et il a même des phrases d'amour parfois. Et avec ça, s'alternent d'autres phases, des phases d'une immense cruauté, sans aucun répit pour toi. Il va te rabaisser, il va te critiquer sur tous les pans de ta vie, ton travail, ton physique, ta façon de parler, ta façon de respirer, ta façon de mâcher, même à la fin. Il va bien évidemment, comme une personne qui va affiner son travail, rejeter de l'équation tous ceux qui seraient de ton côté. Tes amis, par exemple, ta famille, il va te dire fais gaffe, ils te critiquent dans ton dos, ils sont contre toi. Il va te fatiguer physiquement et moralement. Physiquement, typiquement, il va s'arranger pour que tu manques de sommeil. Tu as une réunion importante le lendemain, il va tout faire pour que tu dormes pas cette nuit-là. L'alimentation, il va t'acheter des pires choses ou vider le frigo pour pas que tu aies à manger. Il va faire du bruit quand tu dors. Il va te faire bosser encore plus en te disant il faut que tu réussisses plus, il faut que tu bosses plus, il faut que tu ramènes plus d'argent à la maison. Il va aussi te fatiguer moralement avec des critiques, des phrases en boucle, des mensonges. Il va avoir un plaisir malin à renverser la situation. Si jamais il te vole, il va dire que c'est toi qui le vole. Si jamais il t'agresse, il va dire que c'est toi qui l'agresse. Si jamais il est radin, il va dire que c'est toi qui es radin. Parce que finalement, c'est rigolo de demander beaucoup à quelqu'un, puis de retourner la situation. Toi, tu bosses sur comment faire pour sauver le couple. Lui, il bosse sur comment te manipuler, comment te fatiguer, comment t'épuiser. Il joue sans aucune émotion là-dedans, malgré tout ce qu'il te fait croire. La preuve en est que si on aime quelqu'un, on devrait être gentil avec cette personne. C'est compliqué de réaliser qu'il y a du cinéma derrière tout ceci, que ces phrases n'ont jamais été vraies, qu'il n'y a probablement jamais eu d'amour dans tout ce couple. Et un jour, tu t'enfuis, tu te dis plus jamais ça, je décide d'être heureux. Tu prends le peu de force qui te reste pour t'échapper de ce piège. Et tu recommences enfin à vivre. Oui, ça prend du temps après pour retrouver son sourire, mais tu auras une vie bien plus heureuse que celle que tu auras jamais eue de toute ta vie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.